Bonjour à tous et soyez les bienvenus dans cette toute nouvelle vidéo d'État Critique. Nous sommes en direct de la jungle congolaise au cœur de l'Afrique. Je ne suis pas seul puisque je suis accompagné de Buffalo Grills, le beau-frère de Bear Grylls, qui soit dit en passant a tout appris au présentateur de l'émission Man vs Wild. Bonjour, je m'appelle Buffalo Grills. Oui, bon, il a la même voix que Charlie si vous vous rappelez de lui, mais bon, j'ai pas le budget nécessaire pour faire 36 000 voix, donc vous ne m'en voudrez pas. Donc aujourd'hui, comme je disais, je suis dans la jungle congolaise. Buffalo et moi-même sommes ici pour une raison bien particulière. Je laisse la parole à mon ami. Oui, nous sommes aujourd'hui ici pour rechercher une espèce très rare de python royal qui vit dans les profondeurs de la jungle. Vous devez savoir que le python royal est l'un des reptiles les plus présents dans la région. C'est un animal pas excessivement grand que l'on trouve en général dans les savanes ou les prairies. Pourtant, nous sommes dans la jungle car le python royal que nous recherchons est un petit peu spécial. Croisé avec un anaconda et une sorte de gros crocodile, le super python royal, comme on l'appelle entre nous, vit caché dans la jungle. Exactement. Là, en l'occurrence, il s'agit d'un animal très grand et très dangereux. La jungle étant elle-même hostile, je vous montrerai toutes les techniques requises pour survivre à cet enfer. Merci Buffalo. Alors vous vous demandez peut-être pourquoi je suis à la recherche d'un tel animal. Aujourd'hui nous allons faire la critique d'un film qui s'appelle Python et j'ai jugé intéressant le fait de chercher à retrouver la créature principale de cette œuvre, réfugiée ici depuis 2001. Encore une idée à la con ça. Ah oui, j'oubliais, le détecteur de Bouzas est avec nous lui aussi. Évidemment, il porte les bagages. Évidemment, je sers qu'à ça on dirait. Mais tu ne sers qu'à ça, tu ne sers qu'à ça. Pourquoi ça a l'air de te surprendre à chaque fois? Bah je dirais que Non mais tais-toi, c'était pas une question, tais-toi, ferme-la. Continue à porter les bagages en silence, s'il te plaît, voilà, merci. Alors, qu'est-ce qui se passe alors, Buffalo? Qu'est-ce qui se passe? Je crois que j'ai trouvé quelque chose d'intéressant. Qu'est-ce que c'est? Un serpent à sonnette à rayures bleues. Il n'en existe que 3 dans le monde. C'est une espèce très rare. Mais qu'est-ce que tu veux en faire? Je vais en faire une gourde. Une gourde? Le plus important dans une jungle aussi chaude et humide, c'est de s'hydrater le plus souvent possible. Je vais attraper ce serpent, l'ouvrir, le vider, uriner dedans et l'attacher à ma ceinture. Nous tiendrons 2 heures de plus avec ça. Ouais, enfin, vu qu'il en reste que 3 dans le monde, on peut éventuellement imaginer faire une gourde avec autre chose, non? Tu crois pas? Non, ça fera l'affaire. Ok Buffalo, bon, écoutez chers amis internautes, vu que j'ai la curieuse impression que cette quête du super python royal risque d'être longue, je vais envoyer la vidéo du jour dès maintenant. C'est parti, détecteur, lance le jingle. Straps are tight, Captain. Oh my God. We know the flight originated in Southeast Asia, but nowhere in the manifest is there so much as a mention of exactly what it was you were transporting. What we had was something unique. An evolutionary chimera. Roberta? You ever seen anything like this before? Bodies have been found here and here. This is our target. Time to put your baby to bed. You don't have enough men. I warned you it was intelligent. In simple layman's terms. What was it? A very big snake. Now, nature's perfect killing machine is on the loose. Won't burn, can't shoot it. Out to feed.
Let's just say there's this little big thing after us. And we're the prey. Casper Van Dien and Robert Englund. No one else dies because of this thing. Do you understand that? I just hope your snake here does. That's not gonna hold for long. Python. Dude, you got me out of bed for a snake? Après être revenu précédemment sur les films mettant en scène des crocodiles et des dinosaures, nous allons aujourd'hui revenir sur certaines œuvres de monstres qui mettent en avant des serpents. Personnellement, c'est le genre d'animal qui me rebute un peu, non pas que ça m'effraie d'en voir un, simplement ce n'est pas le style d'animal domestique que j'aurais chez moi. Je préfère les chats, c'est plus câlin, plus doux, et puis il n'y a jamais eu de film de fées avec des chats monstrueux qui attaquent les hommes. Bien sûr, ce n'est qu'un chat. Qu'est-ce que c'est que ça? Ah oui, oui merde, je l'avais oublié celui-ci, le clandestin, ce gros nanar en puissance bien naze. Bon eh bien, autant pour moi. J'aime bien les chiens aussi, là on est sûr qu'il n'y a jamais eu de film gore avec des chiens tueurs. C'est quoi celui-là? Ah oui, Rottweiler. Bon, eh bien, bon, je me tais, alors allez, j'envoie la suite. Aujourd'hui au programme, donc, nous allons revenir sur un téléfilm américain qui va curieusement ou pas devenir culte avec le temps. Je veux bien évidemment parler de Python, diffusé aux États-Unis le 16 janvier 2001 et sorti directement en vidéo en France le 6 avril 2004. Ce nanar, appelons un chat, a été réalisé par Richard Klabog, qui n'a à son actif que 3 films dans sa carrière de réalisateur. Notre film du jour, son premier film, Little Chicago, sorti en 2005, et Cyborg, sorti en 2009. Le bonhomme est surtout connu dans le métier pour sa profession de directeur de la photographie. On le retrouve notamment à ce poste dans des films comme L'Arme Blanche en 1993, The Prophecy en 1995, No Way Back la même année, Plato's Run en 1997, The Prophecy 2 en 1998, Phantom en 1998 également, Under Pressure en 2000, Deep Core en 2001 et Fall Down Dead en 2007. Au casting de Python, nous pouvons retrouver, malgré le côté relativement fauché du produit, 2 têtes d'affiche plutôt très connues, vues dans de vrais très gros films américains. Casper Van Dien, qui débuta à la télévision dans des petits rôles comme dans la série Dr. Quinn, Femme Médecin ou Beverly Hills dans les années 90, sera l'une des très grandes révélations de l'année 1997 grâce au film Starship Troopers de Paul Verhoeven, pour lequel il aura le premier rôle. Devenu une star, il participera à des films comme Tarzan et La Cité perdue en 1998 ou surtout Sleepy Hollow de Tim Burton en 1999. Et ensuite, plus grand chose. On a pu le retrouver dans des téléfilms médiocres comme Shark Attack en 2000 jusqu'à Starship Troopers Marauder en 2008. Aujourd'hui plus rare à la télévision comme au cinéma, notons quand même que Casper Van Dien succédera à Christian Bale dans le rôle de Patrick Bateman, vu dans American Psycho, dans le film Les Lois de l'Attraction sorti en 2002. Malheureusement pour lui, toutes ces scènes furent coupées au montage. Tant pis. Robert Englund, que tous les grands fans de films d'horreur connaissent très bien puisqu'il s'agit de l'interprète cultissime de Freddy Krueger de 1984 à 2003. Rôle qui a fait de lui l'un des comédiens les plus célèbres de son temps, mais rôle qui l'a également définitivement enfermé dans le monde de l'horreur. N'ayant jamais pu totalement se défaire de son image, Robert Englund enchaîne depuis quelques années maintenant les nanars horrifiques les plus bidons qui soient. À leur côté dans Python, nous pouvons retrouver Frayn Rozanoff, William Zabka, Sarah Mornell, Will Wheaton et Jenny McCarthy. Sans transition, de quoi parle notre film du jour? L'action de celui-ci prend place dans une petite ville californienne, Ruby, où une série de meurtres violents et sanglants sont commis par un python monstrueux et affamé génétiquement modifié par le docteur Anton Rudolph, joué par Robert Englund, qui a définitivement perdu le contrôle de sa création. John Cooper, accusé à tort, va faire ce qu'il peut pour arrêter ce massacre, aidé par le caporal Bart Parker de la NSA, joué par Casper Van Dien.
En voilà un joli programme. Vous l'avez sans doute reconnu, cette fibre nanardesque qui se glisse dans les bases du concept de ce film. Python est un navet pur jus qui se hisse sans problème à la hauteur d'un Shark Attack sur lequel je suis revenu il y a déjà quelques temps et qui connaîtra d'ailleurs 2 suites sur lesquelles je reviendrai, dont la première très prochainement. Mais avant d'attaquer la critique de notre film du jour, parlons un peu cinéma de serpent. En fait, il n'existe pas réellement d'histoire du cinéma de serpents, comme il existe d'histoires de cinéma pour les dinosaures ou pour les crocodiles par exemple. Les serpents ont été l'objet tout de même d'un certain nombre de films allant du blockbuster hollywoodien au plus pitoyable des sombres nanars de série Z, mais dans toute cette quantité de films qui sont sortis ces 50 dernières années et qui mettent en scène des serpents, il n'en existe pas vraiment un qui soit référentiel pour tous les autres qui ont suivi. L'un des premiers gros films américains à mettre en scène des serpents fut sorti en France sous le titre Snake le Cobra en 1973 et réalisé par Bernard Kowalski. Véritable film culte du cinéma d'épouvante, Snake le Cobra sera l'un des premiers films de serpents, l'un des seuls également, à être doté d'un scénario à la fois très efficace, avec des séquences très sanglantes et très impressionnantes, mais également d'une approche très originale des fondements de la religion judéo-chrétienne, symbolisée ici par les actes et la caractérisation du Dr Stoner. Snake le Cobra est un film intelligent et subtil que je vous recommande vraiment. Sans lancer une grande tendance autour du cinéma de serpent où il serait devenu une référence absolue, Snake le Cobra a cependant le mérite de se hisser parmi les meilleurs films de ce sous-genre cinématographique. Au rang des films de serpent les plus connus, nous pouvons retrouver également Anaconda le Prédateur, sorti en 1997 avec Jennifer Lopez dans le rôle principal. Celui-ci, tout le monde le connaît évidemment, il s'agit du film de serpent ayant eu à ce jour le plus de succès au cinéma. Survival au scénario bête comme ses pieds, Anaconda a cependant le mérite d'être un honnête divertissement sans prétention. Il a le mérite également d'être sympathique à observer et la créature principale est plutôt impressionnante. Ce film sera prolongé par 3 suites, une sortie en salle, Anaconda à la poursuite de l'orchidée de sang en 2004 et 2 direct-to-vidéo exceptionnellement pourris, Anaconda 3 l'héritier en 2008 et Anaconda 4 sur la piste de sang en 2009. Le troisième gros film sur les serpents sorti il n'y a pas si longtemps en 2006 est évidemment Des serpents dans l'avion réalisé par David R. Ellis. Divertissement stupide pleinement assumé, Des serpents dans l'avion est un film qui se laisse également observer sans rien apporter de plus au sous-genre auquel il est affilié. Il connaîtra également son petit succès grâce surtout au buzz incroyable lancé sur internet quelque temps avant sa sortie. Alors j'ai parlé rapidement de 3 films en particulier, les plus connus, mais sachez bien évidemment qu'à côté de ça, à toutes les époques, une multitude d'autres films sur les serpents ont déboulé soit au cinéma de façon anonyme, soit surtout directement en vidéo dans des sombres navets au budget réduit et aux effets visuels infects. King Cobra, Boa, Snakes on a Train, Face au serpent, Komodo vs Cobra, Mega Snake, Mort sur Mortel, Snake Island, Venin, Copperhead, etc., etc. Et encore là, je ne cite que des films américains car le cinéma indien et asiatique s'est attaqué au sous-genre pour des œuvres qui, au final, ne sont guère meilleures. Et Python dans tout ça? Eh bien pour bien comprendre pourquoi un film comme Python a vu le jour, il faut revenir 3-4 ans plus tôt et parler du succès du film Anaconda le Prédateur de Luis Llosa qui a ouvert une petite tendance qui ne se développera que dans des directs vidéo bas de gamme. En 1999, les frères Hildebrand signent King Cobra qui est le premier à véritablement surfer sur la tendance. Je n'ai pas prononcé le mot parasitage car ce nanar, encore un, n'est pas sorti pendant la campagne promotionnelle d'Anaconda mais bien après, ce qui ne le met pas dans le même panier que Carnosaur vis-à-vis de Jurassic Park. Le producteur Philip Ross va sentir le petit filon sympa sur lequel il pourra ramasser quelques petites miettes et décide de lancer le projet Python qui n'est finalement rien d'autre qu'un énième film avec une histoire de serpent tueur. Doté d'un budget digne d'une série Z, Python connaîtra un très léger succès d'estime, surtout grâce à ses 2 têtes d'affiche. Devenu aujourd'hui un nanar culte, il faut savoir que Python a tout de même connu une suite, un spin-off et un crossover. La suite Python 2 sorti en 2002, le spin-off Boa du même producteur sorti en 2001 et le crossover Boa vs Python sorti en 2004. Plongeons-nous maintenant dans la critique de notre cher film du jour. Python est un très mauvais film, un nanar en puissance, le genre d'œuvre que l'on regarde entre potes pour bien se fendre la gueule, le style de long métrage tout moisi qui passe sur NT1 en 2e partie de soirée. Pourtant, malgré ces airs de film complètement stupides, il y a quelque chose qui fait que ce Python reste vachement jouissif à observer.
Honnêtement, quand j'ai commencé à attaquer cette critique, juste avant d'observer ce film, je me suis dit qu'on tiendrait une merde au relent carnosaurien, avec un serpent numérique tout dégoulinant conçu par une bande d'incompétents, avec un budget au rabais, des acteurs cabotinants, un scénario écrit par un manchot et une mise en scène réalisée par un aveugle. J'ai eu raison de penser ça puisque c'est effectivement le cas, mais il n'y a pas que ça. Python n'est pas le genre de nanar insupportable qui vous explique bien toutes les 30 secondes que vous êtes en train de vous faire chier. C'est un film tellement stupide, aux incohérences scénaristiques tellement grosses, aux détails absurdes tellement gros, qu'on ne peut pas s'empêcher de rigoler en l'observant. Ce genre de bêtises cinématographiques devient particulièrement amusant à suivre car ici, contrairement à la plupart des nanars du même genre, une partie non négligeable du film de Klabog est volontairement décalée. Après une intro inutile où on voit l'avion transportant le fameux serpent terrifiant s'écraser pas très loin de la ville où prendra lieu l'action du film, celui-ci s'ouvre sur deux lesbiennes en train de faire des coquineries, l'une d'entre elles appelle l'autre Robert au lieu de Roberta, et après ça part en embrouille entre les deux, avant évidemment qu'elle ne se fasse bouffer par le gros serpent. D'entrée de jeu, en voyant cette scène, tu comprends que le film que tu t'apprêtes à observer sera un beau nanar fumant, aux situations parfaitement stupides, avec une légère brise de fun pour assaisonner le tout. Passé la scène des lesbiennes, c'est parti pour le festival. Les personnages principaux sont caricaturaux à souhait. Les mecs sont des beaux gosses, les filles sont des bombes, on est des jeunes sportifs, on boit du Powerade, on fiche rien de la journée, pas d'alcool, pas de cigarettes, on a des gueules de branleurs, mais on assume. De l'autre côté, on a Robert Englund et Casper Van Dien, les deux vrais faux personnages principaux du film. En tant que tête connue, ils sont en haut de l'affiche, mais en fait, Van Dien n'est présent qu'un tiers du film et Englund 2 tiers seulement. Je commence par Robert Englund, savant fou créateur de la bestiole numérique qui mange tout et tout le monde sur son passage, laissant des cadavres seuls éléments gore du film au passage. Il cabotine gentiment, étant plus présent ici pour toucher son chèque que pour livrer une performance du tonnerre. Je commence par lui parce qu'honnêtement, le jeu de Robert Englund passe encore ici face à la performance excessivement lamentable de ce pauvre Casper Van Dien, affublé d'une moustache qui ne lui va pas du tout, symbole de son interprétation pathétique. Le héros de Starship Troopers, qui trouve ici un rôle qui aurait pu lui aller comme un gant, se vautre royalement, passant littéralement pour un abruti devant la caméra. Franchement, il faut le voir pour le croire. De façon involontaire, sa performance renforce davantage le côté fun du film. Au cœur de cette bouillie nanardesque dotée d'un côté fun et assumé donc, qui est fortement plaisant à observer, se situe une intrigue qui, même si elle nous fait bien marrer, nous rappelle trop souvent qu'on est quand même en train de regarder une sacrée merde. Prenez l'exemple suivant. Nos héros sont pourchassés par le serpent. Ils ne peuvent plus utiliser leur jeep, ils courent donc vers leur vélo qui se situe à quelques mètres de là. Derrière eux, le gros python qui trace pour les choper. Toi, tu fais quoi? Tu enfourches le vélo et tu te barres. Eh bien eux, non. Ils mettent leur casque avant de monter sur leur vélo et ensuite ils se barrent. Autre exemple qui m'a beaucoup fait marrer aussi, et là attention, je vais vous lâcher un petit spoiler, Robert Englund, créateur du gigantesque serpent, décide dans un élan de désespoir d'aller se sacrifier pour faire exploser lui-même le bunker dans lequel la créature est enfermée. Que dit-il pour se justifier? C'est pour la rédemption. Une moralité bien yankee pour finalement aboutir sur rien du tout, puisque le sacrifice d'Englund ne servira à que dalle. Et là attention, je ne vous parle pas des différentes tentatives d'explication incompréhensibles que ce même personnage aura tout le long du film pour justifier sa création. C'est difficile de se dire si toutes ces incohérences, tous ces détails absurdes qui foutent en l'air la crédibilité du long métrage ont été réalisés dans un but bien réfléchi de se moquer de soi-même. Connaissant les autres films bien premier degré produits par la même boîte qui nous livre cette œuvre, on a du mal à bien cerner l'objectif que le metteur en scène souhaite atteindre. Son statut de film culte, entre guillemets, Python le doit, je pense, à tous ces aficionados qui ont perçu ce film comme exclusivement fun et décalé de bout en bout. Moi je pense plutôt que Klabog a voulu rendre son film fun par des séquences bien assumées, comme avec la scène des lesbiennes ou la séquence avec Jenny McCarthy, et sans se rendre compte que d'autres instants qu'il aurait sans doute voulu plus sérieux ou plus terrifiants sont tout simplement risibles par leur stupidité. Et à quoi le voit-on? La mise en scène. Les images de Klabog donnent un bon aperçu de ce qu'il a voulu rendre décalé et de ce qu'il a voulu rendre sérieux. Sa réalisation est très rythmée quand il s'agit de donner du fun et de l'autodérision. Par contre, quand il décide de se la jouer plus sérieux, on sent un aspect moins clipesque, plus distant, avec un cadrage plus soigné et moins bordélique. Le problème, c'est que les séquences dites sérieuses sont celles avec Casper Van Dien notamment, ou d'autres figurants qui jouent comme des couillons, ou bien celles avec ce fameux serpent en CGI tout moche.
Les détails absurdes et les incohérences ne jouent pas du tout en faveur de ce film qui se veut très certainement à la base fun et décalé. Au final, on a plus l'impression que Python est un joyeux bordel où le metteur en scène a tout simplement perdu le contrôle de ce qu'il souhaitait faire. En conclusion, Python reste tout de même un nanar assez jouissif à observer. Tout est bête et stupide à l'intérieur. Volontaire ou pas, la connerie du produit est assumée par ses créateurs et ici c'est l'essentiel. Et finalement c'est peut-être ça qui le rend culte aux yeux de certains. Python vous fera passer un excellent moment de nanardise aiguë avec ses acteurs pas crédibles du tout, mention spéciale à Casper, son intrigue complètement à la ramasse et surtout son fameux Python géant pixelisé digne d'une SFX de PlayStation 1. Vraiment, je me suis bien fendu la gueule devant ce nanar relativement sympathique, plaisir coupable, le genre de film pourri qu'on aime regarder pour bien se foutre de sa gueule, ça fait du bien parfois. Merde, le détecteur de Bouzaz vient de se faire attraper par le super Python géant. On n'est pas en sécurité. Buffalo, il faut trouver une solution. J'ai une idée. Je vais lui sauter dessus, lui planter mon canif dans l'œil, puis je vais en faire une gourde. Hein? Et pour le détecteur de Bouzaz? À mon avis, c'est déjà mort pour lui, mais si j'arrive à choper son cadavre, je pourrais en faire une gourde aussi. Ouais, bah ok, vas-y, c'est toi le connaisseur, alors vas-y. Quant à moi, chers internautes, je vous donne rendez-vous pour la prochaine critique, je vous dis bye bye, allez au cinéma, et à la prochaine, en espérant que je sorte évidemment vivant de cette jungle.